On en arrivait à faire le tour au niveau de l'histoire. On a étayé les événements qui se passaient entre la métropole et la Réunion en 1971, où en métropole, on cherche à légaliser l'avortement, alors qu'à la Réunion, on cherche à maîtriser la démographie. Et donc on force les femmes. C'est même pas qu'on les force, c'est qu'on les fait avorter à leur insu. Dans les années 1971, on a vraiment étayé les événements parallèles entre ce qui se passe en métropole et à La Réunion, malgré que, encore une fois, La Réunion est un département français. Donc et on l'avait vu, c'est une minorité de personnes. C'est à cause de l'impact des décisions d'une minorité de personnes qu'il y a eu autant de mal qui ont été faits sur La Réunion auprès des femmes qui ont subi des avortements à leur insu, des stérilisations forcées, avec des injections de produits qui étaient pour les animaux normalement. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on l'est là. La femme a-t-elle gardé la flamme? C'est dans Cosmo Réunionnais. Merci Lalaine, et je me suis totalement ramassé, donc c'était Impact, donc c'est le nouveau jingle pour recevoir Corinne Salomon-Mareux. Bonsoir. Bonsoir Jasmine. Impact, pourquoi Impact? Impact parce que il est important de pouvoir échanger pas seulement sur des situations d'actualité à un instant T, mais bien de pouvoir faire un flashback en arrière pour comprendre qu'est-ce qui nous a amené à la situation de l'instant T, et donc de pouvoir échanger sur quel est l'impact de ce sujet d'actualité-là aujourd'hui. Et comment il en est venu? Qu'est-ce qui a généré ça? Et du coup, l'idée, c'est après de savoir comment on fait pour améliorer les choses, soit en les améliorant, soit en les modifiant totalement, ou carrément pour certains sujets, c'est comment on fait pour les stopper. Voilà. Échanger totalement la donne. Échanger totalement la donne. Et je pense que sur le chemin parcouru de l'histoire de la Réunion, on voit que parfois, ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de cohérence. Il y a des choses qui arrivent parce qu'il y a des décisions qui sont prises un petit peu chacun de son côté. Et dans tout ce que on a pu dire sur ce plateau, c'est peut-être là la faiblesse de la Réunion, c'est qu'il n'y a pas un groupe qui pense, qui décide ensemble. C'est chaque individu qui prend une décision. En fait, au-delà de ça, oui, chaque individu prend une décision pour sa communauté. Mais au-delà de ça, parfois, c'est carrément... moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que parfois, c'est une décision d'une minorité de personnes qui va influencer toute une collectivité, finalement, toute une majorité de personnes. On l'a vu, par exemple, pendant la crise des Gilets jaunes sur l'île. On a une publication Facebook qui a très bien circulé à ce moment-là, où on avait une vision en grand recul de la route du littoral, et où effectivement la route du littoral est bloquée par une poignée de personnes, 10 à 12 personnes, pour finalement bloquer des milliers et des milliers d'automobilistes qui ont envie de se rendre au travail, qui ont envie de déposer un proche pour faire des soins, qui ont envie d'emmener les enfants à garder quelque part, qui ont un animal malade dans la voiture, qui ont une personne âgée. Et ça, c'était effarant parce que la publication Facebook précisait 20 personnes seulement, 10 une poignée d'une dizaine de personnes sont en train d'emmerder un millier de personnes. Et c'était dingue parce que, et de toute façon, c'est un schéma qui se répète régulièrement dans les décisions politiques, parce que au Sénat, finalement, ils sont une poignée à normalement représenter toute la population ou différentes catégories de population. 350. Et pour autant, ils sont en train de prendre des décisions qui ont un impact très souvent sur la minorité concernée par la décision, avec finalement un impact encore moins qui apporte des conséquences lourdes pour le reste de la majorité des personnes. Alors, sur le Sénat, ils sont à peu près 350, mais dans la Constitution, c'est la Chambre qui vote des lois, mais son vote n'est pas pour autant pris au final n'est pas toujours pris en compte. Pour l'Assemblée nationale, c'est 567 députés
qui prennent des décisions. Est-ce que pour autant, ça arrange 66, voire 67 millions de personnes? Quand on regarde la légalisation du consentement à l'âge où ils l'ont précisé, c'est inquiétant. Ça arrange qui, ça? Est-ce que les enfants eux-mêmes, les personnes concernées par cette loi, ont été sollicités pour prendre une telle décision? Ou est-ce que ça arrange plutôt ceux qui ont un problème de pédophilie et qui ont hâte de pouvoir se marier ou d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un qui a encore un corps d'enfant? Ça arrange qui, réellement? C'est ça, en fait. Non, mais vraiment, le sujet est là. Non, je suis d'accord. Le sujet, c'est une minorité prend une décision qui a un impact sur la majorité. Si on remonte à 40 ans en arrière, à l'Assemblée, au Sénat, le plus jeune devait avoir 60 ans. Et après, c'était jusqu'à 90 ans. Là, ça a changé. Avant, c'était pour être sénateur, il fallait avoir 35 ans minimum. Aujourd'hui, il y a pas d'âge. Mais la question posée par Corinne Sarah-Mareux est tout à fait intéressant. Mais comment choisir les bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions? Si on reste dans le schéma politique, c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'au niveau politique, on le sait, les politiciens standards font des campagnes politiques avec un discours rodé qui influence et qui cherche à convaincre le peuple, ou en tout cas la majorité du peuple, grâce à un travail de verbatim. Le verbatim, c'est une catégorie de mots employés dans un contexte précis pour faire passer certains messages. Et ça, on le sait, à l'ENA ou aux écoles politiques, ils l'apprennent ça. Ils apprennent à convaincre. Comme en marketing d'ailleurs. On vous convainc de manger telle marque de yaourt avec des arguments probants. Sinon, si on ne sort pas d'arguments, personne va aller chercher ce yaourt ou ce gel douche. Nous sommes toujours dans la communication. Et on est toujours dans la communication. Et la communication, c'est une branche qui frôle la manipulation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même dans l'histoire, on se rend compte que il y a des gens qui ont décidé de falsifier l'histoire. Bien sûr, les gens falsifient l'histoire. Et puis des fois, ils s'arrangent très bien aussi pour falsifier l'avenir, finalement. Oui. La dernière fois, on se disait que on en arrivait à faire le tour au niveau de l'histoire. On a étayé les événements qui se passaient entre la métropole et la Réunion en 1971, où en métropole, on cherche à légaliser l'avortement, alors qu'à la Réunion, on cherche à maîtriser la démographie. Ouais. Et donc on force les femmes. Enfin, c'est même pas qu'on les force, c'est qu'on les fait avorter à leur insu, pendant qu'elles sont sous une anesthésie générale et qu'elles étaient venues pour totalement autre chose, pour quelque chose de bénin. Et finalement, la femme se retrouve sans enfant dans le ventre quand elle sort de l'hôpital. Donc ça, on l'avait vu. Dans les années 1971, on a vraiment étayé les événements parallèles entre ce qui se passe en métropole et à La Réunion, malgré que, encore une fois, La Réunion est un département français. Donc c'est... Et on l'avait vu, c'est une minorité de personnes. C'est à cause de l'impact des décisions d'une minorité de personnes qu'il y a eu autant de mal qui ont été faits sur La Réunion auprès des femmes qui ont subi des avortements à leur insu, des stérilisations forcées, avec des injections de produits qui étaient pour les animaux normalement. Mais ce genre de pratique, malheureusement, ça a existé de tout temps. Et ce qui, aujourd'hui, on le voit encore, je vais parler des Antilles, parce qu'il y a eu ce problème avec les bananes et le produit qui a été utilisé, et on voit les descendants aujourd'hui réclamer justice. On voit bien qu'ils veulent faire passer une décision, qu'importe les conséquences. Ils le savent. Ils savent les décisions, les conséquences de leurs décisions. Ils le savent. Et d'ailleurs, ils choisissent précisément où est-ce qu'ils font leur zone test. Ils l'ont fait aux Antilles. Et c'est comme quand, dans les années 50, ils ont voulu faire avorter les femmes noires. Les décisions sont prises et ils foncent. Et il y a une minorité, effectivement, qui ont décidé de... Ouais, et derrière, il y a ceux qui appliquent. Et c'est inquiétant. C'est inquiétant que du coup, il n'y ait pas la majorité qui se réveille, toute la collectivité, pour... Alors, tu me diras, bah oui, mais justement, la crise des Gilets jaunes, c'était justement la majorité qui se réveille et qui vient manifester. Mais est-ce que ça a réellement changé les choses en profondeur? Est-ce que ça change les choses?
Non, parce qu'à chaque fois, on vous donne l'impression qu'on va changer les choses, et après, ils gagnent du temps, après, ils expliquent pourquoi ils l'ont pas fait. La violence envers les femmes, c'est le même principe. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les sanctions des violences envers les femmes sont aussi flexibles, légères pour certaines et flexibles pour d'autres? Comment ça se fait que un homme qui est déjà condamné pour violence conjugale puisse ressortir libre 5 ans plus tard ou 4 ans plus tard? Et finalement, on le revoit dans les journaux. On va de nouveau avoir affaire à cet homme qui est retourné voir l'ex-conjointe, qui a du coup la rouée de coups et elle, ce coup-ci, elle s'en est pas sortie. Ou alors, qui va de toute façon être violent avec les femmes qu'il rencontrera après. Et ce qui me fait sourire parfois, c'est qu'on dit toujours qu'il y a des vérités qu'on ne peut pas cacher. Rappelez-vous cette histoire où ce gendarme avait reçu une personne pour violence conjugale et ce gendarme, cet agent de force de l'ordre n'a pas donné vraiment d'importance à ce qu'avait dit la femme. Bien sûr. Plus tard, elle a été retrouvée morte. Et là, c'est un autre fait divers qui a lieu il y a quelques jours. C'est cette femme qui a été retrouvée dans sa salle de bain. Et son compagnon, c'est un agent de force de l'ordre, de nouveau, et qui a déjà été condamné pour violence conjugale. On pourra dire ce qu'on veut, mais il y a des réseaux, il y a des amitiés, il y a une solidarité malsaine qui joue. Clairement, il y a une solidarité malsaine, une solidarité qui va être basée sur de l'émotion et non plus sur du rationnel. Et c'est là où ça devient inquiétant, parce qu'on le sait, quand on a un membre de sa famille, on aime son cousin, son oncle, son père ou son frère. Et finalement, quand cette personne va être dénoncée pour pédophilie ou abus sexuel sur une femme ou violence conjugale, est-ce qu'on va le croire? Et en dehors de le croire, est-ce qu'on va agir? Non, les gens ne réagissent pas. La majorité des gens, certains vont réagir, vont vraiment bannir la personne de l'environnement familial, etc. Mais il y a d'autres personnes qui vont conserver un lien parce que le lien est émotionnel, parce qu'ils se sont créés des souvenirs, parce que ils ont aussi peut-être un intérêt à conserver des liens avec cette personne-là. Au détriment du coup de qui? De la conjointe, des enfants, des futures conjointes qui pourraient être amenées à rencontrer, ou des enfants qui pourraient être amenés à croiser son chemin. C'est irrationnel et tout le monde n'est pas capable en fait de faire la part des choses entre ok, je l'aime beaucoup, mais ce qu'il a fait c'est mal, ou ce qu'il fait c'est mal. Il faut bien à un moment donné, comme avec des enfants, passer à une forme de sanction émotionnelle. Si tu continues tes bêtises, je ne te fréquente plus, je m'éloigne de toi. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que la plupart du temps, ils arrivent à conserver une posture de charmeur ou de bon copain ou du bon ami, etc. auprès de son relationnel. Et du coup, les choses ne se modifient pas. Il y a quand même un fait aussi, c'est-à-dire que quand on regarde un petit peu à plus grande échelle là où il y a de la pédophilie, là où il y a de la violence faite aux femmes, lorsque toute une structure est impliquée, et là ils mettent vraiment une chape de plomb là-dessus. Et Bourdin de RMC, qui est banni de BFM, d'accord? Il a été viré de BFM parce que il est accusé, les faits ne sont pas vérifiés encore, mais il est accusé d'avoir eu des agressions sexuelles sur des femmes, et donc ils l'ont tout de suite évincé parce que BFM TV ne prend pas de risque. Sauf que ce qu'on voit, c'est que là, on est au 21e siècle, et ce qui a soulevé ça, c'est quoi? C'est le hashtag MeToo, qui a fait énormément de bruit. Et ce qui est incroyable avec le hashtag MeToo, c'est qu'il a réussi à faire du bruit au niveau mondial, pas seulement au niveau européen. C'est parti des États-Unis, ça a atterri en France, tout le monde s'est englué dans cette porte ouverte à dénoncer les violences qui avaient été faites 10 ans, 5 ans, 20 ans auparavant. Et de fait, maintenant, les sociétés, comme elles ont mesuré l'impact des réseaux sociaux sur leur image d'entreprise, là, elles ne prennent plus de risques, et même si les faits ne sont pas encore prouvés, on préfère juste mettre à l'écart Bourdin de BFM TV, au cas où, en attendant, pour ne pas salir son image. Ça a été le cas, c'était pas le cas pour DSK. Non. Quand DSK a été dénoncé, qu'il a été accusé, il a pu continuer à œuvrer dans l'univers politique pendant des années, avant que les faits soient prouvés. Si on prend ce jeune
nageur français champion olympique qui se retrouve dans cette situation où il est accusé par une jeune fille d'avoir été violée, on voit aussi que d'un coup, cet acteur français qui a joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et qui se retrouve maintenant sur la touche et est devenu infréquentable. C'est là où on voit que ce sont les hommes et les femmes qui choisissent à ce moment-là, fréquentable ou pas fréquentable. Exactement. Et c'est vrai, c'est ce que tu dis. Un homme qui est dénoncé de faire des violences sur les femmes, qui est accusé d'agression sexuelle ou quoi que ce soit, ou même de pédophilie, les femmes qui l'entourent seront dans une démarche émotionnelle et vont le défendre. Tout à fait. C'est quand même exceptionnel. C'est un schéma naturel. Tout à fait. C'est clair, ça je le reconnais, c'est un schéma naturel dont il est très difficile de se détacher. C'est le même principe qu'un parent où on vient lui annoncer que son enfant est un grand détraqué, qu'il a fait des violences, qu'il a tué quelqu'un, ou etc. Le parent va mettre du temps, il aura même du mal à croire que son enfant puisse être capable d'autant de choses. C'est rare un parent qui va reconnaître que ça m'étonne pas. C'est rare, mais il y en a qui dénoncent leurs enfants. Ah oui, il y en a qui dénoncent leurs enfants, bien sûr. Et c'est vrai. Mais encore une fois, comme sur ce cas-là, on voit... Et puis là, on parle de cas précis. Mais si on regarde de manière globale, sociétale, comment notre société, soi-disant civilisée, évoluée, combien de temps elle a pris pour prendre certaines décisions. Et toujours, parce que c'est pour la femme, ou en faveur de la femme, ces décisions-là ont tardé, ont été... On parlait encore de l'avortement en 75 avec Simone Veil. Et là, c'est la gauche qui va faire passer ce projet de loi de droite. On voit bien que c'est pas une question d'homme ou de femme. C'est une question d'individus en groupe. Absolument. Dans un niveau social, dans un contexte politique, un contexte commercial, un contexte de riches ou de pauvres. C'est ça qui va faire la différence. Exactement. Et à la fin du XXe siècle, on avait cette lutte-là pour dénoncer les violences faites envers les femmes. Mais en fin de XXe siècle, le sujet n'était pas pris au sérieux du tout. Il n'était pas du tout pris au sérieux. On peinait à en parler et à faire comprendre les faits que les femmes dénonçaient. D'ailleurs, les féminicides étaient vus comme de simples faits divers. On s'en sert dans les journaux ou dans les... On a le journal télévisé et puis en bas, une femme a été retrouvée morte dans sa salle de bain, dans une valise, machin. Madame machin a disparu, le mari est inquiété. Enfin, c'était des sujets qui n'étaient pas pris au sérieux. Et ça, c'est inquiétant. D'ailleurs, au-delà de ça, c'est que la violence masculine était perçue comme un fait naturel. Oui. C'est évident. On avait plus de pitié pour le bourreau, le violent, exactement, qu'on en avait pour la victime. Exactement. En 2003, on a la jeune Sohane qui avait été brûlée vive dans une commune française. Et c'est suite à cet événement qu'une collectivité s'est créée pour créer le collectif Ni pute ni soumise. Donc là, on a un exemple quand même de majorité de personnes qui vont prendre le devant et qui vont prendre les choses en main. En 2017, là, comme je le disais tout à l'heure, le hashtag MeToo permet de prendre un nouveau virage, plus ancré, plus impactant sur la dénonciation des violences envers les femmes. Hashtag MeToo, ça a touché des actrices très connues dans le paysage du cinéma, ça a touché des productrices, ça a touché des personnes qui étaient dans le milieu sportif. On avait aussi eu une actualité où une jeune patineuse était soumise à des agressions répétées de la part de son entraîneur pendant des années. Et pourtant, cette patineuse est arrivée jusqu'au devant de la scène au niveau public. C'était une Américaine. Et d'ailleurs, si on regarde l'actualité actuellement, la jeune Chinoise... qui avait dénoncé le viol dont elle a été victime par un haut responsable chinois, l'affaire continue à poser des problèmes. La fille, elle a disparu du circuit. Alors que le responsable chinois, lui, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété. Mais oui, on essaye de mettre le problème sous un coin de tapis. Et tu vois, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que les hommes sont... Dès que les femmes commencent à gagner un nouveau droit, on prend pitié des hommes. Les antiféministes plaignent les hommes. « Oh, mes pauvres, vous êtes encore...
Et Vous êtes d'ailleurs, encore dans le collimateur. Si elles ont le droit de faire ceci, imaginez où est-ce qu'on va aller, etc., etc. et c'est un paradoxe que je vais dire là, j'y pense maintenant. Quand on regarde la bataille qu'il y a à l'extrême droite, d'un côté Marine Le Pen, de l'autre Éric Zemmour. Une femme et un homme un peu misogyne. Elle est tranchée, ouais. D'accord? Et c'est là où on voit la différence. Regardez le nombre d'hommes qui rejoint Éric Zemmour. C'est incroyable, hein? C'est vrai. Mais c'est ce qu'on dit, c'est que dès que les femmes commencent à s'émanciper, les hommes sont vus comme des victimes. On va leur prendre quelque chose. Et c'est ce que tu disais d'ailleurs à la dernière émission. C'est qu'il y a une forme de crainte. Dès que la femme commence à prendre trop de pouvoir ou trop d'influence, il y a une forme de crainte qui va s'installer. Et il y a beaucoup d'institutions, qu'elles soient religieuses ou pas, qui sont victimes de leur propre histoire dans cette rupture d'alliance entre hommes et femmes. C'est vraiment des décisions qu'elles ont prises à un instant T de l'histoire qui fait que un fossé s'est créé entre les hommes et les femmes. On a vécu, on le sait, hein, on a vécu des millénaires de patriarcat. Des millénaires. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu le temps de les étudier. Et je pense sincèrement que on a réussi à inscrire en douceur sur les années précédentes, les décennies précédentes, l'ère de la femme qui se révèle, l'ère de la femme qui prend sa place, qui va au devant de la scène et qui va obtenir le droit officiel de faire certaines démarches aux yeux de la loi. J'espère sincèrement que là, au vu de la campagne politique pour les présidentielles qui est menée, que les femmes ne vont pas éteindre tout ce travail qui a été fait depuis 1950, 60, 70, parce que les choses ont été acquises en 1970, 1975, les droits d'ouvrir, le droit de vote, le droit d'avorter et le droit d'ouvrir un compte bancaire à son nom, ou même le droit d'avoir une pièce d'identité. Mais comprenez que la date à laquelle ces choses-là ont été obtenues, c'est un travail de longue haleine qui s'est étalé sur plusieurs décennies précédentes. Oui, tout à fait. Autrement dit, aujourd'hui, en 2022, ça serait intéressant que la communauté des femmes commence vraiment à s'impliquer et à faire valoir leur droit de vote pour faire passer un ou une candidate qui sera à même de représenter les droits de tout le monde, et pas seulement d'une minorité de personnes, et surtout un ou une candidate qui viendrait de nouveau faire des pas en arrière sur le droit des femmes. Alors, ce que je propose, c'est parce qu'on a déjà dépassé le temps de 3 minutes déjà, c'est que on étale dans le temps et on essaye d'avoir avec une invitée ou un invité, voir un petit peu quelle est la posture des uns et des autres. On fait ça à partir de... On fait ça à partir de la prochaine parce qu'on a bien dressé le portrait historique, autant de la Réunion que de la métropole, qui place les dates clés finalement et les événements clés qui ont créé cette situation et cette disruption entre les hommes et la femme. Donc du coup, il faut, maintenant qu'on a dressé puzzle après puzzle, là c'est bon, on peut se projeter sur le présent et ensuite sur comment... sur l'avenir. Et regardez demain. Merci. Exact. Corinne Merci. Salvan-Mareux, en tout cas, pour cet échange. Et c'est important parce que je pense que la Réunion est un vrai laboratoire parce qu'il y a beaucoup de femmes avec des façons d'être différentes. Alors, allons voir un petit peu comment ça peut évoluer. Merci, Corinne Salvan-Mareux. Merci, Gismi. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Hélène. Merci, François. Je vous dis à bientôt.